Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce dernier épisode des webinaires liés à la gestion de crise qu'on fait chez Intrinsèque. Et donc aujourd'hui, on va parler de la dernière étape, la partie reconstruction et sortie de crise cyber. On vous accueille depuis les nouveaux locaux du CERT. Et pour ceux qui viendront nous voir, vous pourrez découvrir ces locaux désormais. Également, vous pourrez revisionner l'ensemble des éléments qu'on a pu partager depuis le début de cette série sur la chaîne YouTube d'Intrinsèque, où vous pourrez voir les différents webinaires. Donc, on va attaquer tout d'abord sur la partie reconstruction. La reconstruction, elle va arriver sur des stratégies une fois qu'on aura les premiers éléments d'investigation. Hein, le redémarrage de service tel quel est dangereux. Si on s'est fait attaquer une fois, on se fera potentiellement réattaquer de la même manière un peu plus tard. Et donc, il va falloir mettre en place des stratégies de reprise qui vont être adaptées suivant le résultat des investigations. La partie, on va avoir plusieurs stratégies. Soit on va reconstruire intégralement le système d'information. On va pouvoir également reconstruire partiellement le système d'information. On va pouvoir également restaurer à partir de sauvegarde, accompagner une mise en place de différentes actions qui peuvent être recommandées par l'équipe d'investigation, ou alors changer totalement de paradigme d'administration. Par exemple, profiter de l'incident pour faire de la migration au niveau cloud. Cette stratégie de changement de paradigme d'administration, souvent elle se fait quand on a prévu ce changement à l'avance et on profite de l'incident pour déclencher la migration. Le faire de manière improvisée au moment de l'incident, c'est souvent dangereux et souvent ça va s'accompagner de différents effets. On va également mettre en place une supervision de circonstances, incluant les différents indicateurs de compromission et la méthodologie de l'attaquant. Les solutions de sécurité, bien sûr, on va inclure dans ces solutions les indicateurs de compromission qui auront été découverts par l'équipe d'investigation. Sur la partie remédiation, on va avoir des plans de reconstruction. Ces plans de reconstruction, souvent, on va créer 3 zones. Une première zone qui va être la zone compromise, ou la zone sur laquelle on ne va pas savoir ce qui se passe. Toutes les machines qui vont être présentes sur ce périmètre, quel que soit son état, doivent être considérées comme compromises et devra suivre le processus de remédiation qui aura été défini avec les équipes d'investigation. On va également avoir une zone de reconstruction qui va recevoir les machines restaurées depuis les sauvegardes ou récupérées depuis la zone compromise et qui vont être déposées éteintes. C'est vraiment une zone de travail, hein. Les machines, elles n'ont pas vocation à y demeurer et il va être possible de dupliquer cette zone pour paralléliser les tâches. Et on va également avoir une zone de confiance où les machines de production sont remises en service. C'est le SI cible sur lequel on va avoir l'activité qui va reprendre et elle doit avoir aucun contact avec d'autres zones autres que la zone grise. Voici un petit schéma qui va montrer un peu à quoi ça ressemble en termes de VLAN compromis, VLAN temporaire et VLAN de confiance. Cette zone reconstruite, bien sûr, on va essayer de mettre en place les bonnes pratiques d'administration, hein. Le VLAN serveur, le VLAN administration, le VLAN utilisateur et DMZ, le tout segmenté et filtré. La partie sortie de crise, il va être important de la définir et d'avoir le moment de reprise nominal. Les critères, ils peuvent être multiples. La reprise nominale des activités, la fin de la reconstruction, la fin de la pression médiatique, la fin de la pression des partenaires. Dès la sortie de crise actée, il faut la communiquer et en profiter pour remercier les parties prenantes. C'est vraiment important de remercier toutes les parties prenantes. Juste en termes de management déjà, on sort de la crise, on sort de ce moment très stressant et donc il va être important de le remercier. Il va être aussi important de capitaliser sur l'incident. On va capitaliser de manière à ne pas perdre la connaissance et de pouvoir faire de l'amélioration continue. À cette fin, on va s'attacher à capitaliser ce qui a bien et moins bien marché, les différents impacts, les IOC, les TTP, le rapport d'incident forensique, les différents communiqués de presse, les recommandations, la main courante, tous les éléments qui vont nous permettre de pouvoir travailler à partir de cet incident. On va également avoir différents biais et écueils dans la gestion de crise. Tout d'abord, des biais cognitifs liés à l'humain qui va traiter la crise. Le biais de confirmation. On va confirmer des croyances acquises.
je suis sûr que l'attaquant, il est passé par là parce que ça fait 3 ans que je dis que l'attaquant, il peut passer par là. C'est pas forcément vrai. Le biais du champion. On va avoir confiance accrue dans l'expert. Parce que l'expert, c'est le vrai 10 ans. Sauf qu'on est sur la gestion de crise. Il y a plein d'experts. Et donc, bah, c'est pas l'expert le plus expert qui aura forcément la bonne réponse. La loi de l'instrument. La fameuse loi, si tout ce que vous avez est un marteau, tout ressemble à un clou. Et donc, on va essayer de tordre un peu la vérité pour que ça matche avec bah, nos différentes solutions de sécurité, avec ce qu'on pense. Le biais d'ancrage. On va se focaliser sur les premiers éléments reçus. Également, le biais de narration. On va chercher une explication logique à tout prix. C'est la fameuse phrase «Je ne suis pas expert, mais». Ça, on peut l'entendre tout le temps. Vous avez pu avoir ce biais de narration, notamment pendant le Covid également, vous avez pu le voir. Beaucoup de «je ne suis pas médecin, mais», etc. Également, l'effet Stroop, l'incapacité à faire le tri des informations. Et on va se laisser submerger par les informations. C'est certains biais cognitifs parmi tant d'autres qu'on peut retrouver lors de gestion de crise diverses. On a différents écueils également. La réunionnite. On va vouloir faire des réunions tout le temps, tout le temps, tout le temps pour se rassurer. La soif de contrôle. On va vouloir surcontrôler l'ensemble. La manque de clarté dans les rôles et responsabilités définis au début de la gestion de crise. Ce dont on parlait sur la partie structuration de la crise avec les fiches de rôle. La tunnelisation. On va se focaliser uniquement sur un élément, on va oublier le reste. L'absence de planification et d'anticipation. La partie stress dépassé du groupe, fermeture au monde, réaction épidermique du groupe par rapport à l'extérieur, et également l'adhésion sans réflexion à des idées des membres du groupe. Et la fatigue qu'il va falloir gérer, qui va exacerber tous les biais cognitifs et les écueils qui sont ci-dessus. Voilà un peu ce qu'on avait à dire sur ce dernier webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme sur l'ensemble des webinaires, vous pouvez trouver sur ce petit QR code le volet du livre blanc qui est lié à cette partie du webinaire. On vous remercie de votre suivi depuis maintenant ces quelques semaines également. Et de toute façon, donc on reste entièrement à votre disposition. Si vous avez des questions sur le sujet, vous n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail du CERT ou via l'adresse de contact d'Intrinsèque et on se fera un plaisir d'y répondre et de vous accompagner si vous avez un besoin sur le sujet.